je pense que ça part fort, hein, notre affaire. Ben, en fait, ça continue fort. Merci encore, Yvon, puis fière de... Moi, je suis full inspirée. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, ça marche tout. J'ai les chakras de plus en plus alignés. J'ai rien comme avoir le chakra aligné. Puis, je pense que, bien franchement, là, l'exercice que Yvon nous propose de faire, là, ça, c'est le meilleur aligneur de chakra qu'on peut trouver. Parce qu'après ça, on est conséquent. On est conséquent avec ce qui est important pour nous, avec avec nos ambitions. Tantôt, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais tellement content. Elle dit, moi, là, je veux être coprésidente de campagne un jour. Yes! Parle-moi de ça, mets ça sur ta feuille! Puis dis-le-moi, parce que je suis toujours à la recherche de belles femmes ambitieuses pour faire ça, puis solliciter notre communauté. Alors, je pense qu'on avance dans la bonne direction, tout le monde ensemble. Ce matin, merci encore d'être là. Merci. Merci. Puis là, j'ai un autre cadeau pour vous. Troisième conférencier extraordinaire. Pour ceux et celles qui ne l'ont jamais entendu, tachez votre ceinture de roquette. Marc de Coninck, ça fait plus de 40 ans qu'il est en développement social à Québec, donc 36 ans comme organisateur communautaire au CIUS de la capitale nationale. Puis les 5 dernières années, il passe sa retraite à être un expert conseil auprès de la Ville de Québec. Comme quoi, la retraite dans le communautaire, ça n'existe pas. Marc a été, c'est important de savoir qu'il a été président du comité de développement social de notre centraide Québec-Chaudière-Appalaches et il a été également président du conseil d'administration de notre centraide. Puis il va aujourd'hui aborder le regard qu'on porte sur l'autre. Marc? Merci d'abord à vous toutes et vous toutes d'être là. Merci surtout pour votre engagement pour le mieux-être collectif. Je pense que mes deux amis, juste avant, ont bien placé certains des enjeux. Avant que je plonge, je veux juste vous dire que je vais faire un coming out, je suis très fâché contre Anne-Marie. J'ai juste 25 minutes. Ça veut dire que j'ai un texte. Parce que celles et ceux qui me connaissent, si j'ai pas de texte, ça va déborder 25 minutes. Puis là, le problème, c'est qu'en écoutant Yvon puis Pierre, là, il y a plein de liens dans ma tête, là, que je peux quasiment pas faire. Puis je suis très fâché aussi parce que Anne-Marie m'a scoopé dans une bonne partie de ce que je veux dire. Mais comme je suis pas capable d'haïr quelqu'un longtemps, je t'aime pareil, Anne. Yvon a parlé de générosité. Pierre a parlé d'humanité. Moi, je vous propose effectivement de parler de l'autre, de la personne qu'on cherche à aider. Puis, on va se le dire, le regard personnel qu'on porte sur les personnes en difficulté, dans bien des cas, vous qui sollicitez, ça va être un rempart difficile à franchir pour passer au geste du don. Anne-Marie a parlé de philosophie. Je suis fils et petit-fils de philosophes. J'ai été déformé très jeune dès mon enfance. Cette année, on fête à l'Université Laval les 90 ans de la faculté de philosophie. Et mon grand-papa, un des acteurs clés, mon grand-papa, c'est Charles de Coninck. En 43, mon grand-papa a publié un livre qui s'appelait « De la primauté du bien commun ». Et en 64, un an avant son décès, un ouvrage qui est à une portée très universaliste, « Tout homme est mon prochain ». Est-ce qu'on est vraiment prêt à s'engager dans cette voie-là? Ben, c'est un peu ça que je souhaite vous entretenir. Puis en passant, je fais un petit clin d'œil à grand-papa. Je vais faire un petit détour par un ouvrage collectif qui a été publié en 2020 par Centraide, Du plomb dans les ailes. Vous en avez un certain nombre de copies à la table. Moi, je me mêle pas de la distribution. Je laisse les gens gérer ça. Un ouvrage aux éditions Septentrion puis je vais utiliser les très belles illustrations, notamment de Chloé Germain-Terrien. Deux très belles illustrations. Chloé Germain-Terrien, qui est aujourd'hui co-caricaturiste pour le journal Le Devoir. Du plomb dans les ailes avait été rédigé par le comité de développement social, donc j'ai eu le plaisir de présider pendant ces travaux-là. Du plomb dans les ailes, ça parle d'inégalité. Ce qui est intéressant quand on parle d'inégalité, c'est que finalement, on parle de tout le monde. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on est quelque part sur l'échelle des inégalités. Donc, c'est pas juste les gens qui sont en bas de l'échelle. Il faut nécessairement parler de tout le monde.
La prochaine image, dans le fond, à la limite, ça encapsule tout ce que je veux vous dire. Puis d'une certaine façon, ça encapsule beaucoup de choses que Yvon et Pierre ont touchées. C'est le meilleur condensé, selon moi, de ce que j'essaie de dire. Qu'on le veuille ou non, on vit en société. On est toutes et tous tributaires dans ce que nous sommes, dans ce que nous possédons, des relations qu'on a eues, des rapports qu'on a eus avec les autres. On est interdépendants. Personne ne se construit tout seul. On se construit au contact de l'autre. Ma blonde est dans la salle. Ma blonde, c'est une mère exceptionnelle. Elle vous dirait que je suis un père pas trop pire, probablement. Mais les meilleurs parents du monde, levez la main, celles et ceux d'entre vous qui êtes parents. Bon. Puis si vous n'êtes pas parent, c'est pas grave. Vous avez été l'enfant de quelqu'un. Fait que vous êtes capable de comprendre. J'ai beau être le meilleur père au monde, c'est pas moi qui est le chauffeur d'autobus à l'école primaire qui conduit mon enfant à l'école en toute sécurité. Sujet qui nous a été rappelé avec le drame de Montréal-Nord. C'est pas moi qui enseigne les mathématiques puis le français à ma fille au primaire. C'est pas moi qui enseigne au professeur qui enseigne à ma fille. Ce professeur-là, il y a eu lui aussi des professeurs qui lui ont enseigné la matière, mais qui lui ont aussi enseigné l'importance de la pédagogie, puis notamment des professeurs qui enseignent en petite enfance, qui enseignent aussi de l'importance de prendre soin de l'enfant au-delà de lui apprendre une matière. Nos filles sont des filles qu'on a adoptées, donc dès leur arrivée au Québec, il y a eu une petite concentration de services, la pédiatre, l'infirmière. Elles ont joué un rôle important. Cette pédiatre, cette infirmière-là, elles ont eu des formateurs, elles ont eu des formatrices qui leur ont appris leur métier. L'été, quand on travaillait, nos filles fréquentaient des camps de vacances. Elles ont eu des monitrices, des moniteurs qui se sont occupés d'elles, bien occupés d'elles. Ces monitrices, ces moniteurs-là ont eu des parents qui leur ont appris les bonnes valeurs, qui ont un impact sur ce que ma fille est devenue, nos filles sont devenues. Je vous l'ai dit, nos filles sont issues de la diversité. Très tôt, en CPE, elles ont fréquenté des enfants aussi issus de la diversité. À l'école primaire, aussi des enfants issus de la diversité, qui a permis de normaliser le regard qu'elles portaient sur elles-mêmes. Ce que je vous raconte là, vous êtes toutes capables de vous projeter dans cette propre histoire de votre parcours. Ils vont en parler tantôt du modèle qu'était sa mère. Il a parlé de plein de gens qui ont eu un impact déterminant sur ce qu'il est aujourd'hui. Dans certains cas, c'est des impacts significatifs. Dans d'autres cas, c'est des petites choses du quotidien. Dans bien des cas, c'est même des choses... Il y a des gens qui ont joué un rôle dans ce que vous êtes aujourd'hui que vous n'avez jamais rencontré et que vous ne rencontrerez jamais. Ce qui est une belle métaphore de rappeler qu'une bonne partie des gestes que vous posez en soutenant Centraide, c'est dirigé vers des gens que vous ne rencontrerez jamais. Mais ce geste-là va être important pour ces personnes-là. On est une société interdépendante. On a besoin les uns des autres. Pour que chacun se porte bien sur cette image que vous voyez là, il faut que chacun se porte bien. Si vous les preniez chacun individuellement, ils vont bien parce que le reste de l'écosystème va bien. Que ce soit votre quartier, votre famille, votre milieu de travail. C'est intéressant de voir, il n'y a pas de flèche, hein? C'est multidirectionnel. On se rappelle tous de la pandémie. C'est un mauvais souvenir. Si vous avez des bons souvenirs de la pandémie, il y a des gens qui pourraient vous accompagner comme psychologue. On a tous des mauvais souvenirs de la pandémie. Il y a une chose qu'on a appris pendant la pandémie. Notre santé repose sur la santé des autres. C'est parce que les autres sont en santé qu'on ne l'attrape pas, la COVID. Lorsqu'on aide quelqu'un, en plus, cette image-là nous le rappelle, lorsqu'on aide quelqu'un, on aide tout un réseau. Il y a un lien direct à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le bonheur versus humanité. Là. Mon bonheur, il a un impact sur le bonheur des autres. Et à partir du moment où je comprends ce que mon bonheur peut apporter aux autres, je deviens une personne plus humaine. Il y a une... on m'avait dit qu'un truc... Ah, j'allais trop vite, c'est ça. Bon. Christiane Taubira. Christiane Taubira, c'est une femme extrêmement inspirante, femme née en Guyane, qui a été garde des Sceaux.
de 2012 à 2016 en France. Garde des Sceaux, c'est un titre pompeux pour dire ministre de la Justice. C'est comme ça qu'il l'appelle. C'est elle qui était ministre de la Justice au moment où la France a adopté la loi sur les conjoints de même sexe, qui est une loi qui a été beaucoup plus difficile à adopter qu'ici au Québec, qui a écrit des livres très inspirants. Nous habitons la terre, Murmure de jeunesse, l'esclavage enseigné à ma fille, elle-même, Mme Taubira, qui est d'une minorité visible. Nous avons conscience de qui nous sommes grâce aux autres, parce que nous nous développons dans la relation. Et quand nous passons du temps avec les autres, si nous les acceptons, nous voyageons et le monde est à notre portée. Ça, c'est l'écho d'Aristote, Anne-Marie. Aristote, pour réussir notre vie, Aristote dit qu'on est des créatures sociales. Pour réussir notre vie, on a besoin de converser, on a besoin de socialiser, on a besoin de socialiser avec les autres. Il parle de notre bonheur. Pour atteindre le bonheur, on a besoin que les autres aussi aient un minimum de bonheur. Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. On s'enrichit au contact de l'autre. Donc, encore une fois, vivre en société, c'est reconnaître l'importance essentielle du lien social. Or, le lien social, il est au cœur de la mission de Centraide. Tout ce que je vous dis là, à date, c'est très positif. Mais le lien social, plus souvent qu'autrement, il est mis à mal au regard des inégalités qui traversent la société québécoise. La meilleure image qu'on peut donner des inégalités qui est dans le livre, c'est cette image qui a été développée dans des focus group avec des personnes en situation de pauvreté, cet escalier roulant. Tout le monde essaie de monter vers le haut. Mais vous remarquerez que les gens qui sont dans la partie du haut, les marches vont vers le haut. Les gens qui sont dans la partie du bas, les marches vont vers le bas. Je pense que chacun d'entre vous, enfant, à un moment donné, dans un centre d'achat, s'est amusé à monter un escalier à rebours. C'est amusant. C'est amusant, mais ça peut devenir épuisant quand c'est tous les jours. Et ça encapsule très bien les enjeux des inégalités. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Est-ce que tout le monde est égal en chance et en droit au Québec? La réponse est facile, c'est non. Est-ce que tout le monde est égaux en termes de dignité? Je vous laisse répondre à votre âme et conscience. Quand les données de Statistique Canada mettent en évidence que les inégalités de patrimoine, ce qu'on appelle l'actif net, Yvon vous expliquerait ça beaucoup mieux que moi, augmentent avec les années entre les personnes qui sont en bas de l'échelle et en haut de l'échelle, on comprend, là. Il y en a, l'escalier va vers le haut, d'autres, l'escalier, alors qu'ils essaient d'aller vers le haut, va vers le bas. Quand la Cour suprême du Canada fait valoir que la primauté du bien, la primauté du droit est compromise au regard des inégalités d'accès à la justice et de peine judiciaire, quand le Conseil supérieur de l'éducation, qui entre-temps a été aboli par le présent gouvernement, fait valoir que le système scolaire québécois contribue à la construction des inégalités, quand la santé publique de Québec fait valoir qu'il y a un écart d'espérance de vie de 8 ans entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, 11 ans quand on est à Montréal, quand l'Institut national de santé publique fait valoir que l'impact des changements climatiques se fait sentir plus sévèrement chez les gens qui sont en bas de l'échelle, y compris au Québec, et que très concrètement, ça se traduit en perte de vie humaine, pas en perte de jouissance de la vie, là, en mortalité prématurée, on comprend que les inégalités au Québec, c'est pas une vue de l'esprit. Elles se croisent, elles s'additionnent. Très concrètement, moi, on l'a dit, je donne un coup de main à la Ville de Québec dans des dossiers principalement en développement social, mais en logement social. Sur le territoire de la Ville de Québec, actuellement, le taux d'inoccupation en logement, 0,8 %. Toutes les données sont claires. Pour avoir un certain niveau de régulation normal, 3 %. En bas de 3 %, on a les premiers indices d'une crise du logement. Quand on est en bas de 1 %, on a une crise du logement importante. Donc, 0,8 %. Pour des gens qui sont dans l'escalier du bas, vous comprendrez qu'elles vont chercher un loyer à faible coût. Donc, elles vont aller dans des quartiers où on a plus de chances de trouver des loyers à coût modique. Saint-Sauveur, Saint-Roch, Limoilou, taux d'inoccupation, 0,1 %. Si ton logement est inadéquat et te coûte trop cher, mais que tu prends la chance d'en trouver un autre et de peut-être te faire dire non, à 0,1 %, bien, tu vas à contre-courant dans les marches.
Il y a un psychiatre qui nous avait raconté, quand on faisait des focus group, un psychiatre qui a milité beaucoup, lui, pour la défense des services de santé publique, qui nous avait raconté, à 4 ans, mon petit garçon avait des problèmes de langage. Si on fait une demande en orthophonie du côté du public, liste d'attente de 6 mois, 1 an, voire plus. Le psychiatre qui nous dit, moi j'y crois dans les services publics, mais c'est pas vrai que mon fils va attendre. Il est allé au privé, ça a pris à peine quelques semaines. Le problème a été corrigé tout de suite. Aucun impact sur le jeune, sur son développement à long terme. Mère monoparentale ou même un couple de parents à faible revenu qui n'a pas les moyens d'aller au privé, qui va attendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, il y a des répercussions sur le développement. Les troubles de langage, c'est bien documenté. Si on intervient tôt, pas de répercussions. Si on intervient tard, il y a des répercussions. Encore une fois, l'escalier où on est à contre-courant. Mais l'impact, il est sur tout le monde. Il n'est pas uniquement sur celles et ceux qui sont en bas. Il est sur, puis l'image le montre bien, là. Qu'est-ce que ça provoque, les inégalités? Imaginez la distance qui augmente, hein, entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Mais si tu diffères de moi et que je te vois plus comme un membre du nous, tu parlais tantôt du nous, là, Pierre, tu n'es plus un membre du nous, tu es un membre du eux, parce que tu es trop loin. Je ne suis pas capable de créer du lien social avec toi. Pire, peut-être que j'ai finalement pas envie de créer du lien social avec toi. On s'appauvrit chacune et chacun d'entre nous. Dans les liens que je vous ai résumés très rapidement en parlant de ma fille, il y a à travers ça des liens aussi avec des enfants qui vivent des difficultés. Il y a des liens dans votre parcours aussi où il y a eu des moments transformationnels à rencontrer des gens qui vivent des difficultés. Si la distance augmente, ces liens-là sont plus difficiles. Christiane Taubira, tantôt, disait, quand nous passons du temps avec les autres, si nous les acceptons, nous voyageons et le monde est à notre portée. Alors, encore une fois, on a tous et toutes besoin les uns des autres, y compris les gens qui sont dans l'escalier d'en bas. Pensez à votre propre histoire de vie. Si vous ouvrez la page web de Centraide, une des premières choses que vous voyez, notre rêve commun, ne laisser personne derrière. Dans ces escaliers-là, on laisse beaucoup de gens derrière. Maintenant, je vais en rajouter une couche sur la charge des inégalités. Et pour ce faire, je fais un petit détour par la santé. 8 ans d'écart d'espérance de vie. Il y a toutes sortes de raisons derrière ça. Yvon et moi, on a longuement discuté à une époque l'impact des déterminants sociaux de la santé. J'aurais pas le temps de faire le tour. Mais un élément qui est très marquant, l'Association des facultés de médecine du Canada dit que la santé, c'est essentiellement la capacité de gérer son stress. Le stress, c'est une bonne chose. Quand on fait face à un défi, quand on fait face à un danger, quand on fait face à un obstacle, les hormones du stress, cortisol, adrénaline, se mobilisent, puis on concentre nos énergies, on franchit l'obstacle, on vainc le danger. Puis après ça, le stress diminue. Mais si le stress perdure, il devient du stress chronique. Et quand il y a du stress chronique, on augmente les chances d'être malade, on diminue les chances de rétablissement. Les 2 principaux outils pour résister au stress, le sentiment de contrôle. Il est où le sentiment de contrôle pour les gens qui sont en bas de l'escalier roulant? L'estime de soi. Les préjugés, les idées reçues à l'égard des personnes en situation de pauvreté, des personnes marginalisées, des personnes immigrantes, oui, mais personnes itinérantes, tout ça, c'est très d'actualité. Là non plus, là, c'est pas une vie de l'esprit, cette question des préjugés-là. Et c'est très bien encapsulé dans une... Amin Malouf, écrivain franco-libanais qui siège avec M. Laferrière à l'Académie française. C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance. Et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Si vous suivez l'actualité en ce moment par rapport à l'itinérance, c'est fou comme le débat sur la place publique enferme les personnes en situation d'itinérance dans une très étroite vision de leur réalité. Joyce et Chacoan, je vous encourage à lire le rapport du coroner, c'est très court, et c'est exactement ça que ça dit. Hein? On a tagué Joyce et Chacoan le jour qu'elle est arrivée à l'hôpital de Joliette en crise, femme autochtone, problème de consommation, narcodépendante. Si tu es narcodépendant, on te traite de telle façon. Elle n'était pas narcodépendante. Elle n'a pas eu les réponses adéquates et urgentes aux besoins, alors qu'elle n'arrêtait pas de dire « c'est ça mon besoin ». On l'avait
enfermée dans sa plus étroite appartenance. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle en est décédée. Il faut se rappeler que derrière chaque personne, il y a une histoire. En passant, la chose peut-être la plus importante, défaire les mythes par rapport aux préjugés, c'est un combat qui est parfois perdu. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'ils ne sont pas inoffensifs. On va porter un jugement sur l'apparence physique, on va porter un jugement sur les valeurs morales de la personne, on va porter des jugements sur leur comportement, leurs habitudes de vie, leur capacité intellectuelle, leur statut social. Puis si vous pensez que j'exagère, là, suivez le débat public, parce qu'Anne-Marie m'a donné juste 25 minutes. Je n'ai pas le temps de vous montrer des exemples de choses qu'on a vues dans les médias publics, mais ils sont nombreux. Moi, je participe à des assemblées publiques en ce moment pour l'implantation de projets de logements sociaux dans tous les quartiers de la Ville de Québec. Ce qu'on entend des fois est assez triste, je vais être poli. Mais si on veut encapsuler essentiellement, si on prend, par exemple, la question de la pauvreté, Pierre, tu l'as vécu à travers ton expérience à Naufragés des villes, bien, les pauvres, essentiellement, c'est quoi? Les pauvres, ils sont pas bons, ils sont coupables. Même chose pour les toxicomanes, même chose pour les itinérants. Ils sont coupables de quoi? Ils sont coupables d'être pauvres, ils sont coupables d'être pas bons. On finit par projeter l'image que ces personnes-là ont moins de valeur que les autres. Mais le vrai drame, c'est qu'elles finissent par se convaincre qu'elles ont moins de valeur. Ce qu'on appelle l'intériorisation. En psychologie sociale, on appelle ça la prophétie autoréalisatrice. Si, à chaque fois que je rencontrais Pierre, je lui disais « Pierre, t'es pas bon, tu vas échouer. Pierre, t'es pas bon, tu vas échouer. » Il ne faut pas que je sorte du sac rouge. « Pierre, t'es pas bon, tu vas échouer. » Qu'est-ce que vous pensez? Surtout, en plus, si j'ai un lien significatif avec Pierre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, Pierre, il va finir par échouer. Hein? On est vraiment très, très paradoxal dans nos messages. Prends-toi en main, mais by the way, tu n'es pas capable. Prends-toi en main, mais tu me montres ton CV, là, c'est plein de trous sur ton CV. Je t'embauche pas. Prends-toi en main. Tes parents n'ont même pas de secondaire 5. Tu es mal parti dans la vie. Prends-toi en main. Moi, comme propriétaire, je ne loue pas à des gens qui sont sur l'aide sociale. Cherche ailleurs. Taux d'inoccupation de 0,1 %, je vous rappelle. Un autre phénomène qui a été décrit en psychologie sociale, c'est la question de la discrimination anticipée. À force de se faire dire non, à force de vivre des échecs, il y a des gens qui décident justement de ne pas poser le geste pour ne pas échouer à nouveau. Ils vont voir un poste affiché dans les journaux, ils vont dire « Ce poste-là, il est pour moi, j'ai les compétences, mais je me suis tellement fait dire non que j'aime mieux ne pas appliquer. » Et qu'est-ce qu'on dit à cette personne qui n'applique pas? Tu te prends pas en main. C'est ta faute. Tu es coupable. Mise en garde importante. Parce que certains d'entre vous me direz, ben moi, je ne les ai pas, ces préjugés-là. Ce n'est pas des choses que je pense des personnes. Ça ne suffit pas. La personne marginalisée, la personne itinérante, la personne toxicomane, la personne en situation de pauvreté, elle a un biais. Si vous êtes un médecin, puis elle va vous rencontrer. Si vous êtes une travailleuse sociale, elle va vous rencontrer. Si vous êtes un avocat à l'aide juridique, elle va vous rencontrer. Son biais, c'est que vous avez des préjugés à son endroit. Parce qu'elle est convaincue, parce que c'est ça qu'elle reçoit d'habitude comme message. Et à partir de là, ça va moduler la façon dont elle vous parle, et probablement qu'elle ne vous dira pas tout ce qu'elle a à vous dire, qui vous permettrait éventuellement de mieux l'accompagner, qui peut faire en sorte qu'on se retrouve à nouveau dans une situation d'échec. Je ne cherche pas à vous culpabiliser, j'insiste, là. Moi-même, je dois me ramener à l'ordre très souvent. Ça fait plus de 40 ans que je travaille avec des gens en bas de l'échelle. J'ai tout vu. Personnes handicapées, personnes toxicomanes, personnes itinérantes, chômeuses, aide sociale, ex-détenus. Régulièrement, je dois faire attention et me dire, attention de présumer quand tu ne connais pas l'histoire au complet. Attention aux réponses rapides. L'indicateur le plus puissant du développement humain, c'est la capacité, la possibilité d'avoir des projets, de se projeter dans l'avenir. Si vous parlez à des intervenants de groupes communautaires, ils vont vous dire que le plus grand défi, la plus grande difficulté pour les gens en bas de l'échelle, c'est de se projeter dans l'avenir. Ce qui nous amène au rôle essentiel des groupes communautaires. Bien sûr, il y a une contribution historique essentielle au bien commun,
Ça, c'était abondamment documenté. Puis je pense que l'expérience que tu as dû vivre dans Naufragés des villes, Pierre, t'a permis aussi d'en arriver là. Bien sûr, les services sont importants par rapport à la réponse aux besoins essentiels, aux conditions de vie, à la défense des droits. Mais ce qu'on oublie le plus souvent, une des plus grandes contributions des groupes communautaires dans leur pratique, c'est l'accueil. Faire sentir à quelqu'un qu'elle est importante, qu'elle a de la valeur. Hein? Revenir... Au final, dans toute cette histoire-là, je vais dépasser un peu mon temps, je vous excuse. Au final, dans toute cette histoire-là, les vrais héros, là, c'est pas Yvon Charest. C'est pas Pierre Côté, c'est pas Marc de Coninck, c'est pas Anne-Marie, c'est pas Isabelle, c'est pas Centraide, c'est pas les groupes communautaires. Au final, les vrais héros, c'est des gens qui, alors qu'ils sont au plus bas, un matin se lèvent et se disent « Je vais aller demander de l'aide ». Je suis sûr que tout le monde ici, à un moment de sa vie, a demandé de l'aide. Comme parents, on a demandé de l'aide. Demander de l'aide, c'est avouer qu'on n'est peut-être pas capable de faire face aux défis. C'est avouer une certaine faiblesse. Mais vous savez tout aussi bien que moi que demander de l'aide, c'est faire preuve de responsabilité, c'est faire preuve de courage. Mais demander de l'aide quand ton histoire n'est pas glorieuse et que la première chose qu'on te dit, c'est « Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue, tu vaux quelque chose, tu as de la valeur, on va passer du temps avec toi. » Tu t'ouvres beaucoup plus que dans ta petite rencontre de 10 minutes avec ton médecin où finalement, tu vas sortir du bureau puis tu n'auras pas parlé à ton médecin de ton vrai problème parce que tu avais trop honte d'en parler. Le geste ultime de reconnaissance, je viens vous demander de l'aide. Puis après un certain temps, vous me dites, ben sais-tu, vous êtes un groupe communautaire, sais-tu, Marc, pourquoi tu ne nous aiderais pas en retour? Toi, tu as été toxicomane. Toi, tu es capable de te projeter dans cette situation-là. Tu pourrais nous aider à accompagner des gens pour créer un lien de confiance. Tu pourrais siéger sur notre conseil d'administration. Hey, je n'ai pas les compétences. Ben oui, tu as les compétences. Tu comprends notre mission, comme parlait Yvon. Tu comprends ce qu'on cherche à accomplir. Quel meilleur ambassadeur, quel plus beau geste vis-à-vis quelqu'un qui demande de l'aide que de lui dire un jour, sais-tu quoi? T'es rendu à nous aider, nous. Quel beau geste de reconnaissance. C'est ça, essentiellement, une des très grandes contributions des groupes communautaires. J'approche de la fin, je vous rassure. La deuxième partie de la phrase d'Amin Maalouf, c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Ce que vous allez voir, c'est au cœur de ce que je considère être du lien social important, au cœur de ce que les groupes communautaires conçoivent quant au lien social. Toute personne est égale en dignité. Encore une fois, l'article 1, Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui rappelle malgré tout, en plus, que toute personne est différente. Cette différence-là, il faut l'embrasser. Il y a un petit décalage chaque fois. Toute personne a du potentiel. Autre petite parenthèse, parce que celle-là, je la trouve importante. Moi, j'ai eu le privilège, de l'honneur de travailler avec des groupes qui travaillent auprès d'adultes avec des déficiences intellectuelles. Des parents. Moi, je suis fasciné. Là où vous et moi, on voit les limitations des enfants, de leurs enfants, eux voient le potentiel. Avec l'Association pour l'intégration sociale, qui est soutenue financièrement par Centraide, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Vivre Grand, quand j'étais organisateur communautaire, on a réussi à faire une première. Un projet de logement social qui allait accueillir une quarantaine d'adultes avec une déficience intellectuelle qui habitent en appartement. Ils ne sont pas en foyer, ils ne sont pas en hébergement, ils ont un bail, ils sont chez eux. Il faut que les gens cognent à la porte avant de rentrer, puis ils peuvent décider de ne pas l'ouvrir, la porte. C'est ça, être chez soi. Ça, c'est croire dans le potentiel. Toute personne mérite d'être écoutée. Pierre, tu l'as évoqué très... Pierre, Yvon et moi, on est un petit peu, tous les trois, de la génération Harmonium. Pour les plus jeunes d'entre vous, Harmonium, c'est un groupe dans les années 70 là, qui avait des guitares et qui chantait des chansons. Là. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Et le corollaire de ça, c'est toute personne a quelque chose à m'apprendre. Moi, là, 40 ans en développement social dans le communautaire, vous ne savez pas la chance que j'ai d'avoir côtoyé des gens qui ont des histoires de vie tellement écorchées, mais qui m'ont tellement appris. On a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. Toute personne a le droit de faire des erreurs. Celles et ceux qui ont levé la main tantôt, qui dites que vous êtes parents, c'est quoi votre rôle le plus important dans la vie? C'est votre rôle de parent. Il n'y a rien qui est plus important que votre rôle de parent. Tu l'as dit, Yvon, tout à l'heure dans ta présentation. Levez la main ici, un parent qui n'a jamais été inadéquat.
un parent qui n'a jamais fait d'erreur dans son rôle de parent. Ça n'existe pas. Et pourtant, on juge d'autres sur des erreurs dans des rôles beaucoup moins importants dans certains cas que dans leur rôle de parent. Dans notre rôle le plus important, on est parfois éminemment à côté de la coche. On se rattrape. Toute personne a le droit de demander de l'aide. Qui suis-je pour décider qui le mérite? Derrière chaque personne, il y a une histoire. C'est pas à moi de décider. On a un lien direct avec le don solidaire. On pourra en parler tantôt peut-être au niveau du panel. Et enfin, toute personne a quelque chose à partager. Et ça, c'est même pas en pensant à ta présentation, Pierre. Qu'est-ce que chacune et chacun d'entre nous, on a à partager? Notre humanité. Desmond Tutu, grand ami de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, nous sommes tous liés les uns aux autres par notre commune humanité. Je ne peux être humain qu'en lien avec d'autres humains. Donc, je ne suis pas tout seul. La question tantôt sur l'individualisme, là, ça n'existe pas quelqu'un tout seul. Je ne peux être moi-même que si tu es toi-même. Nous sommes liés par notre commune humanité. Cela signifie que nous partageons le fait d'être vulnérables, mais aussi la force de notre solidarité. Et je termine dans le fond que ça nous ramène essentiellement à Centraide, à votre contribution, à l'importance de votre rôle. Je vous l'ai dit au début, là, quand je faisais ma petite image de les jeux d'influence qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a des gens que vous n'avez jamais rencontrés qui ont eu un impact sur votre vie. Vous pouvez aussi avoir de l'impact sur des gens que vous ne rencontrerez jamais, que vous ne connaîtrez jamais. Si nos concitoyennes et concitoyens ont le courage de demander de l'aide, bien, exerçons notre humanité, soyons conséquents. Acceptons cette demande-là, cette demande d'aide et soyons solidaires. Alors, pour ça, faisons confiance aussi à Centraide pour nous accompagner dans cette quête d'un mieux-être collectif. Et tout ce que je peux vous dire pour terminer, c'est merci encore une fois pour votre engagement et le rôle extrêmement important vers une collectivité plus juste qui prend mieux soin les uns des autres. Merci. En fait, c'est parce que je ne voulais pas répondre aux questions d'Anne-Marie. C'est pour ça que j'ai tiré ça un petit peu. Je me suis dit comme ça, je vais avoir moins de réponses délicates. Il faut que je laisse mon micro. Non, je veux que tu me donnes la main. Oh, d'abord, je m'excuse de t'avoir juste donné 25 minutes. Excuse-toi. Mais je te promets, puis surtout en t'écoutant, je me suis dit, je vais-tu y en trouver d'autres 25 minutes? Parce qu'avouez qu'entendre Marc, ça change notre vie, hein? As-tu entendu le oui? Oui. Les 25 minutes, là, tu vas regretter de m'avoir dit ça. Je t'écoutais, puis je faisais le parallèle avec une expérience collective qu'on a vécue l'année dernière lors de l'événement de reconnaissance de nos donateurs majeurs qu'on fait à chaque année. Puis c'est le kick-off de notre campagne. On le fait juste avant le début de la campagne qui suit. Puis on a invité Jean-Marie Lapointe qui avait fait les documentaires Face à la rue. Puis je pense que le plus grand apprentissage, il est en lien avec ce que tu nous as appris ce matin, c'est l'importance du regard de l'autre, puis à quel point le regard de l'autre peut avoir un impact immense sur une personne en situation de vulnérabilité extrême. Puis, c'est un commentaire là, puis j'ai des questions après, mais je me souviens que comment ça avait changé pour plusieurs de nos donateurs majeurs qui sont dans des sphères financières, tu sais, loin, ils sont très, très hauts dans l'échelle du haut. Puis là, il y avait eu une conférence, puis lui aussi, il avait dépassé, puis je ne l'ai jamais chicané. Il y avait une conférence sur uniquement le regard porté sur la personne qui est vraiment en bas de l'échelle. Premièrement, ça a donné une propulsion extraordinaire à des dons extrêmement majeurs. Puis la deuxième chose, c'est que les gens nous ont remerciés de ce moment-là d'humanité. Puis je pense que c'est un peu le courage qu'on doit avoir, puis qu'ils vont nous coacher à avoir, c'est d'avoir ces conversations-là. Puis c'est pour ça qu'on crée l'Académie, pour que tu nous coaches à avoir le bon contenu. Parce que
oui, c'est pas facile, puis on a des questions là-dessus. Tu sais, comment on fait pour aborder cette question-là? Je permets juste avant, là, avec ta question, juste sur la question de l'itinérance. Puis, quand je vous disais, moi-même, il faut des fois que je travaille sur ma personne. Depuis que je suis à la ville, mon bureau est à l'édifice de la Fabrique, coin d'Orchester, Charest. Fait que vous entendez tout ce qui se dit sur l'itinérance, le visage qui a changé dans Saint-Roch. Là. Même si vous n'habitez pas Québec, si vous êtes dans Chaudière-Appalaches, vous en entendez parler. Puis c'est clair que sur la rue Saint-Joseph, on voit plus de situations de personnes en situation de détresse. Des fois, c'est juste un geste, je reviens à ce que tu disais sur l'humanité, un geste très conscient. Des fois, moi, je vais dîner ou je vais à la librairie Pantoute qui est sur Saint-Joseph. Puis actuellement, tu peux difficilement marcher sur Saint-Joseph sans te faire solliciter. Bon, généralement, de toute façon, de la monnaie, on n'en a plus, j'en ai pas, mais je fais vraiment un effort conscient chaque fois de regarder la personne dans les yeux, sourire, puis pas essayer d'aller plus loin que ça. Je veux pas être baveux, j'ai pas plus que ça à lui offrir. Mais ça, ce que j'ai à lui offrir là, ben, généralement, je le reçois le sourire. Moi, j'ai 2 trucs. J'ai pris le change de mes enfants, puis je leur ai donné l'argent en échange en billets. Je l'ai pas volé. Puis j'ai pris un ziploc, puis je l'ai mis dans mon coffre à gants. Puis j'en ai toujours de l'argent quand quelqu'un me le demande, puis je mets des bâtons. Puis j'ai offert l'autre fois une bâtonne à un monsieur dans le parc, dans Saint-Jean-Baptiste. Puis, le fait que je m'arrête pour lui parler, ça a fait sa journée. Ben, il me l'a dit. Merci. Puis j'ai dit, là, je ne sais pas si vous aimez ça. Jaune comme ça? Non, sûrement. J'ai toutes sortes de couleurs. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Puis j'ai une question par rapport à ça, parce que moi, je me souviens de ce regard-là. Puis moi, il m'a changé, ce regard-là. Tu sais, ça marche des 2 bords. Puis j'ai une question ici par rapport à ça. Tu sais, le regard sur l'autre a un impact, mais est-ce que l'absence de regard est aussi dangereuse? Comme lorsque les itinérants qu'on croise dans la rue, tu sais, deviennent invisibles. Tu sais, tu l'as nommé tout à l'heure. Oui, tout à fait. La question de... Ben c'est ça, la question de l'invisibilité. Là, je passais rapidement sur, tu sais, les gens qui sont en bas de l'échelle. Il y a des groupes qu'on retrouve plus souvent, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance, personnes avec problèmes de santé mentale. Malgré ce que tu disais tantôt sur l'égalité homme-femme, on a encore beaucoup de chemin. Très souvent, les femmes sont plus sujets à être touchées par des inégalités. Et dans le cas des Autochtones, dans le cas de... On commence à peine, en passant, au Québec, à s'ouvrir un peu à cette réalité-là, à plus forte raison en milieu urbain, là, où c'est des phénomènes qu'on connaît moins. Et oui, l'indifférence, c'est ce qui fait le plus mal. L'indifférence, c'est ce qui fait le plus mal. Revenez à votre rôle de parent, là. Revenez à votre rôle de parent. Vos enfants, là, ils veulent que vous preniez de leurs nouvelles. Prenez de leurs nouvelles, là. C'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. Prenez des nouvelles, jasez, créez des moments d'échange. Ne jamais sous-estimer ça. Et là, encore une fois, puis là, je passais vite, là, puis on pourra peut-être y aller plus loin, mais c'est d'autant plus important l'action de Centraide que, on va se le dire, les groupes communautaires sont sous-financés. Je parle pas de Centraide, je parle en termes de financement public, sont épuisés. Et de plus en plus, on leur impose des modèles d'évaluation qui sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans le réseau public, où on est dans une approche productiviste, le lien social. Peut-être qu'il faudrait les mettre en contact avec Pierre, trouver un indicateur, mais trouver un indicateur de la portée du lien social. Le lien social, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai peut-être passé un peu à côté de ta question, là. Non, pas du tout. C'est une conversation. Ça me fait penser aussi que quand on a la chance d'entendre des témoignages des intervenants, la notion de temps est beaucoup là. Puis je t'avoue que quand j'étais arrivée chez Centraide, moi aussi, j'étais productiviste. Puis je suis encore. Mais ça m'avait au début choquée. Puis j'étais inconfortable parce qu'on était justement là dans un témoignage au niveau dans une entreprise très clairement productiviste. Puis la notion de temps, je me disais, il y a tellement un décalage. Mais j'ai compris avec le temps que c'est le temps qui fait que
la personne qui travaille, l'intervenant de rue, par exemple, ou le travailleur de rue, ça lui prend du temps de créer ce lien avec la personne. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, si jamais ça vous intéresse ce sujet-là, je vous invite fortement à trouver sur YouTube Face à la rue de Jean-Marie Lapointe, où il y a une petite capsule là, de 12 minutes qui explique, tu as parlé du visage itinérant autochtone, puis d'où ça vient, tu sais. Puis il y a un témoignage dans Un Nominou, là? Oui, ouais, Nominou. Tu la racontes? Ben, je l'ai raconté dans Isabelle, qui est là, qui a participé à Balado avec moi. Elle se rappelle de ça. Oui, absolument, tu as raison. C'est Jean-Marie Lapointe là, qui discute avec... puis, en même temps, c'est une belle réflexion sur justement le regard qu'on porte sur les autres, puis sur les habitudes de vie. Puis, un Nominou qui est rendu en ville, puis tout ce qu'on voit dans les journaux, là, le drame des pensionnats, des orphelinats, qui a vécu dans un village à un moment donné où il n'y avait pas l'eau courante, toute une série de choses, là. Puis, pour toutes sortes de circonstances, s'est retrouvé à Montréal, un peu désespéré. Puis Jean-Marie Lapointe, il dit, qu'est-ce que tu as trouvé comme stratégie? Et là, il monte sa bière. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle, qui boit une bière, là, dans le regard de beaucoup de gens, c'est un geste irresponsable. Fait que Jean-Marie Lapointe, il dit quoi? Il dit, c'est la seule façon que j'ai d'oublier. C'est la seule façon que j'ai de pas mettre fin à ma vie. Encore une fois, c'est toujours allons plus loin. C'est ça. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Ce qui ne veut pas dire, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas tomber dans une forme d'allégorie. Bien sûr, je vous parlais tantôt de l'importance de l'accueil. Les groupes sont là pour accueillir, mais ensuite accompagner la personne. Il y a des moments où, à un moment donné, ils disent, c'est correct, là, on a passé du temps ensemble, on a jasé. Maintenant, je reprends encore ton image des 4M, là, tu sais. Il faut se donner des moyens, là. Il faut se donner un projet, il faut se donner un objectif. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va être avec toi. Puis on va adapter ce parcours-là. Je te regarde, Yvon, c'est parce que on va adapter ce parcours-là à qui tu es puis à ta réalité. On n'est pas juste dans l'écoute pour l'écoute. Il y a un moment donné où il faut aussi se mettre dans l'action. En même temps, des fois, quand on regarde ces situations-là, tu sais, j'ai un commentaire ici. Je me sens découragée en constatant qu'on recule en matière de tolérance. Quelle posture dois-je prendre pour jouer un rôle d'agent de changement? C'est des grosses questions, ça. J'ai juste 48 secondes. Regarde pas le timer. Bien, je vais la... Le monde, puis je pense que tu l'as évoqué un petit peu, Pierre, à un moment donné, le monde ne repose pas sur mes épaules. Chaque fois que j'ouvre les journaux, je veux la paix à Gaza, je veux la paix en Ukraine, je veux que ça aille mieux au Soudan, je veux que, vous savez, les chiffres en matière d'itinérance augmentent de façon significative, je veux que tout ça aille mieux. Je ne suis pas capable de porter ça. Ce que je suis capable de porter, c'est les gestes que je suis capable d'assumer. Il faut que je sois bien avec ce que je suis capable de dire. Il faut que je me sente en paix avec ce que je reflète. Moi, je suis un beau parleur, hein, mais vous avez toute mon admiration, parce qu'il y a un geste dans lequel je suis vraiment pas bon. Je l'ai dit à Yvon. Moi, je suis vraiment pas bon pour solliciter. Moi, ça m'impressionne du monde qui dit « on va vous aider, on va solliciter ». Je comprends d'autant plus ta question. Soyez vous-même. Vous n'avez pas de pouvoir sur la décision que la personne va prendre. Vous avez du pouvoir sur ce que vous allez dire. Puis si elle ne donne pas, bien qu'elle reste pris avec ce que vous lui avez dit. Pas pris dans le sens de mal pris, là. Que ça reste une petite voix qui résonne. Peut-être qu'elle donnera plus tard. Peut-être, comme Yvon l'a déjà dit aussi comme stratégie, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre qui va vous convaincre. À un moment donné, on ne règle pas tous les problèmes. On fait du mieux qu'on peut. Puis, donc, on va attendre au panel s'il y a d'autres questions. Oui. Bien, on a terminé. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, Marc Deconinck. Wow! Alors maintenant, là, attachez vraiment votre ceinture parce qu'on a les 3 qui viennent s'asseoir avec Isabelle pour notre panel.